Family Affair was great. Yeah, I mean, it felt like a family, I've got to believe. And Mr. Kobos, the makeup artist and hair guy, you know, just said, "Don't touch the tube." So I remember that. Yeah. Pourquoi Johnny Whittaker refuse toujours de regarder cet épisode qu'il a tourné? Johnny Whittaker, né John Orson Whittaker Jr., le 13 décembre 1959 à Van Nuys, en Californie, était le cinquième d'une fratrie de 8 enfants, fils de Thelma et John O. Whittaker Sr. Grandir au sein d'une famille nombreuse et unie lui a offert un environnement débordant d'énergie, de créativité et le soutien qui s'avérerait essentiel plus tard pour sa carrière sous les projecteurs. Dès son plus jeune âge, Johnny a fait preuve non seulement d'une personnalité extravertie, mais aussi d'une capacité hors du commun à communiquer ses émotions et sa sincérité devant un public, des qualités qui le distinguaient des autres enfants de son âge. Avec sa chevelure rousse flamboyante, ses yeux d'un bleu perçant et son visage naturellement expressif, Whittaker possédait un charisme à l'écran qui captivait le regard même lors des apparitions les plus brèves. Ses premières années coïncidèrent avec une période de profond bouleversement dans le paysage audiovisuel américain, l'essor fulgurant de la télévision dans presque tous les foyers, engendrant un véritable engouement national pour les nouveaux visages et les histoires inédites. Dans ce contexte, un enfant doté d'un charisme naturel et d'une aisance devant la caméra pouvait accéder rapidement à la célébrité. Et c'est précisément ce qu'a fait Whittaker. Son premier engagement professionnel survint étonnamment tôt, à l'âge de 3 ans. 1962, il apparut dans une publicité télévisée locale pour un concessionnaire de voitures d'occasion en Californie du Sud. Le rôle était certes modeste, mais il révéla une aisance naturelle devant la caméra, rare même chez les acteurs adultes professionnels. Les directeurs de casting remarquèrent rapidement le jeune garçon capable de suivre les instructions, de mémoriser son texte et de garder son calme sous les projecteurs. Cette publicité marqua le début d'une carrière professionnelle qui allait s'étendre sur plusieurs décennies et traverser de nombreux secteurs de l'industrie du divertissement. À mesure que la confiance de Johnny grandissait, les opportunités se multipliaient. Au début des années 1960, il devint un visage familier de la publicité télévisée, un média essentiel à l'époque pré-Internet, où les spots publicitaires constituaient souvent le premier pas vers une plus grande visibilité. Le charme naturel et l'enthousiasme communicatif de Whittaker firent de lui un candidat de choix pour les marques familiales. Parmi ses premières apparitions les plus marquantes figurent les publicités pour Mattel Toymakers, l'une des entreprises de jouets les plus importantes et les plus influentes des États-Unis. Durant cette période, Mattel innovait dans le domaine des jouets interactifs et l'une de ses créations les plus populaires fut la gamme Animal Yackers. Il s'agissait de peluches qui parlaient lorsqu'on tirait sur une ficelle, mettant en scène des personnages comme Larry le Lion et Crackers le Perroquet. Whittaker apparaissait non seulement dans les publicités, mais prêtait également sa voix à ses jouets, leur insufflant personnalité et humour. Son travail vocal donnait aux jouets un caractère unique, contribuant à leur succès commercial. La réussite de la campagne fit de lui un visage et une voix familiers pour des millions d'enfants américains, confirmant ainsi son statut de jeune talent parmi les plus prometteurs de la télévision. 1965, à seulement 6 ans, la carrière de Whittaker prend un tournant décisif. Il quitte la publicité pour se consacrer à la télévision. Cette année-là, il décroche le rôle récurrent du jeune Scotty Baldwin dans le feuilleton à succès General Hospital. L'émission, déjà un pilier de la programmation de jour, offre à Whittaker un environnement idéal pour perfectionner son jeu d'acteur. Aux côtés d'acteurs adultes chevronnés, il apprend le sens du rythme, la maîtrise des émotions et la discipline nécessaire pour incarner un personnage sur plusieurs épisodes. Son interprétation de Scotty Baldwin, d'une subtilité et d'une authenticité remarquables, lui valut les éloges de réalisateurs qui admirèrent son professionnalisme malgré son jeune âge. Ce rôle l'introduisit à l'univers des séries et lui permit d'affiner sa compréhension des nuances émotionnelles, des compétences qui lui seraient précieuses tout au long de sa carrière. La réputation grandissante de Whittaker lui ouvrit rapidement des portes au cinéma. 1966, il fut engagé pour le film « Les Russes arrivent », une comédie de la guerre froide réalisée par Norman Jewison. Le film satirise les tensions politiques de l'époque, racontant l'histoire d'un sous-marin russe qui s'échoue accidentellement près d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre. L'apparition de Whittaker, bien que brève, s'inscrivait dans une distribution prestigieuse comprenant notamment Alan Arkin, Carl Reiner, Eva Marie Saint et Brian Keith.
Keith, acteur de caractère respecté, connu pour son calme intense, remarqua immédiatement quelque chose d'exceptionnel chez le jeune Whittaker. La capacité du garçon à garder son sang-froid parmi des acteurs aussi expérimentés impressionna toute l'équipe. Mais Keith fut particulièrement frappé par sa discipline et son intelligence émotionnelle innée. Plus tard, lorsque Keith fut choisi pour incarner Bill Davis, célibataire devenu tuteur, dans une nouvelle sitcom de CBS intitulée Family Affair, il se souvint de la performance de Whittaker et le recommanda personnellement pour le rôle de son neveu à l'écran, Jody Davis. Cette recommandation changerait le cours de la vie de Whittaker et lui assurerait une place dans l'histoire de la télévision. Dès sa première diffusion en 1966, Family Affair connote un succès immédiat. Son concept, un riche célibataire soudainement propulsé tuteur des 3 enfants de son frère décédé, trouva un écho profond auprès du public à une époque où les valeurs familiales évoluaient et où la télévision cherchait à dépeindre de nouvelles formes de vie domestique. La série mettait en vedette Brian Keith dans le rôle de l'oncle Bill, Sebastian Cabot dans celui du fidèle majordome, M. French, et 3 jeunes acteurs, Johnny Whittaker dans celui de Jody, Anissa Jones dans celui de sa sœur jumelle Buffy, et Kathy Garver dans celui de leur aînée, Sissy. L'alchimie entre les acteurs était immédiate et authentique. L'interprétation de Jody Davis par Whittaker offrait un équilibre parfait entre innocence et maturité. Les spectateurs ont été touchés par son émerveillement et sa détermination, tranquille tandis qu'il s'adaptait à la vie dans un luxueux appartement new-yorkais, sous la tutelle de son oncle célibataire et du majordome britannique distingué. Ses interactions avec Anissa Jones étaient particulièrement mémorables. La complicité, fraternelle naturelle entre les 2 enfants transparaissait magnifiquement à l'écran. Au fil des 5 saisons de Family Affair, diffusées de 1966 à 1971, le jeu de Whittaker a évolué au rythme de sa propre maturation. Sous les yeux du public, il a grandi de façon visible, passant d'un enfant acteur angélique à un jeune adolescent sûr de lui. In coulisses. Il était reconnu pour son professionnalisme, mémorisant souvent non seulement ses propres répliques, mais aussi celles des autres acteurs. Réalisateurs et partenaires ont souligné sa patience et sa discipline, qualités qui lui ont permis de supporter le rythme de production exigeant d'une série télévisée hebdomadaire. Les enfants vivaient chez leur oncle dans un luxueux appartement de Manhattan, en compagnie de Monsieur French, Sebastian Cabot, le majordome anglais distingué et bienveillant qui apportait charme et stabilité à cette famille atypique. Curieusement, Jody et Buffy devaient initialement avoir des âges différents, mais les producteurs, conquis par l'alchimie entre Whittaker et Jones, qui formaient un duo adorable, ont réécrit les personnages pour en faire des jumelles. La chaleur, l'humour et la capacité de Whittaker à exprimer la vulnérabilité ont fait de Jody l'un des personnages d'enfants les plus attachants de la télévision. Parallèlement à son travail sur Family Affair, Whittaker continua d'accepter d'autres rôles, démontrant ainsi l'étendue de son talent d'acteur. En 1968, il fit une apparition dans la série western Cult Bonanza, dans un épisode poignant intitulé A Dream to Dream, écrit par Michael Landon, l'un des acteurs principaux. Cet épisode, où figurait également la célèbre actrice Julie Harris, permet à Whittaker de révéler une facette plus profonde et plus émotionnelle de son jeu en incarnant un jeune garçon dans une histoire abordant les thèmes de l'espoir et de l'imagination face à l'adversité. En 1969, durant les pauses de la série Family Affair, Whittaker a joué dans The Littlest Angel, une production Hallmark Hall of Fame, un téléfilm émouvant inspiré du célèbre conte pour enfants. Il y incarnait l'ange, un rôle exigeant à la fois un sens du comique aiguisé et une grande profondeur émotionnelle. Il a partagé l'écran avec les acteurs renommés Fred Gwynne et Tony Randall et a su se faire une place de choix au sein de cette distribution d'acteurs chevronnés. La même année, il fit également une apparition dans un épisode de la série western à succès The Virginian, démontrant une fois de plus sa capacité à s'adapter à différents genres et tons. La polyvalence de Whittaker s'étendait aussi au fantastique et à la comédie. En 1969, il joua dans Ma sorcière bien-aimée, la sitcom magique à succès avec Elizabeth Montgomery, dans un épisode intitulé Samantha et le haricot magique. Il interprète Jack, une version moderne du personnage classique des contes de fées. L'année suivante, en 1970, il apparut dans la sitcom rurale Green Acres, incarnant d'abord Willie dans l'épisode The Confrontation, puis Dinky Watson dans un autre épisode intitulé The Beeping Rock.
La même année, Whittaker joua également dans un film religieux intitulé A Day for Justin, produit par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, reflétant son attachement à son éducation religieuse et lui offrant un rôle plus introspectif. Après la fin de Family Affair, Whittaker continua à travailler pour la télévision et le cinéma. En 1971, il apparut dans un épisode mémorable en 2 parties de Gunsmoke, confirmant ainsi sa réputation de jeune acteur talentueux et expérimenté. En 1973, il fit ses débuts à la télévision le samedi matin avec un rôle principal dans Sigmund and the Sea Monsters, une production de Sid et Marty Krofft. Whittaker incarnate Johnny, un garçon qui se lie d'amitié avec une créature marine incomprise nommée Sigmund. Cette série fantaisiste et fantastique connut un grand succès auprès des enfants, notamment grâce à la personnalité amicale et accessible de Whittaker. Parmi ses partenaires figuraient Billy Barty, acteur de renom, et Scott Colden. Au début des années 1970, Whittaker apparaît également dans plusieurs longs métrages, notamment pour les studios Walt Disney. Il partage l'affiche de Snowball Express, 1972, une comédie burlesque sur une famille héritant d'un hôtel délabré, de The Biscuit Eater, 1972. Un film touchant sur un garçon et son chien, et Napoleon and Samantha, 1972, où il donne la réplique à la future star Jodie Foster pour ses débuts au cinéma. Ses rôles contribuent à élargir son public et démontrent son talent pour les scènes comiques comme dramatiques. En 1973, il décroche l'un de ses rôles les plus emblématiques, celui de Tom Sawyer, personnage principal de la comédie musicale adaptée du roman classique de Mark Twain. Son interprétation de ce garçon espiègle mais au grand cœur est largement saluée et demeure l'une des plus appréciées de sa carrière. Avec l'âge, Whittaker se retire progressivement des projecteurs pour se consacrer aux coulisses. Lors d'une interview ultérieure avec Tom Snyder dans l'émission The Late Late Show, Whittaker a révélé avoir travaillé comme consultant informatique pour CBS, démontrant ainsi son adaptabilité et son intelligence au-delà de son métier d'acteur. Il s'est également investi dans la gestion d'artistes en rejoignant l'agence de sa sœur, Whittaker Entertainment. Au sein de cette structure, il a travaillé comme agent artistique et a même représenté l'ancienne enfant star Dana Plato, célèbre pour son rôle dans la série télévisée Different Strokes. Son travail avec Plato a démontré sa compassion constante envers les autres anciens enfants, stars et sa compréhension des difficultés particulières auxquelles ils étaient souvent confrontés. 1999, Whittaker a reçu le prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 20e cérémonie des Youth in Film Awards. Cette distinction a salué son héritage durable et l'impact qu'il a eu sur des générations de spectateurs. Ce prix saluait non seulement son talent d'acteur, mais aussi sa capacité à réussir avec élégance la transition difficile d'enfant star à professionnel accompli. En 2012, il fit son retour dans le monde du divertissement sous une nouvelle forme en coproduisant et co-animant une émission de radio intitulée The Doctor, Zod and Johnny Show. Bien que de courte durée, l'émission permet à Whittaker de tisser des liens avec ses fans dans un cadre plus décontracté et personnel, mettant en valeur sa chaleur humaine, son humour et sa connaissance approfondie d'Hollywood. L'année suivante, 2013, Whittaker fit son retour sur les planches dans la production de To Kill, A Mockingbird, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de la Judson Theatre Company. Il y interpréta le rôle du juge Taylor, une brève apparition dans cette adaptation acclamée du classique d'Harper Lee. Ce retour marqua un retour aux sources pour ses acteurs et témoigna de sa passion intacte pour la scène. En 2016, Whittaker a fait un retour nostalgique dans l'univers de Sigmund et les monstres marins avec une apparition dans le reboot de la série par Amazon. Dans le premier épisode, il incarnait Zach, un propriétaire de bateau grincheux qui apportait une touche d'humour au personnage excentrique du capitaine Barnabas, interprété par David Arquette. Ce reboot rendait hommage à la série originale en incluant également des apparitions des créateurs originaux, Sid et Marty Krofft. Pour les fans de longue date, le retour de Whittaker dans l'univers de Sigmund a ravivé de tendres souvenirs du charme et de l'innocence qui caractérisaient ses débuts. Des décennies se sont écoulées depuis la première diffusion de Family Affair, mais pour Johnny Whittaker, qui incarnait la pétillante et attachante Jodie Davis dans cette sitcom culte. L'écho émotionnel d'un épisode en particulier, diffusé en 1966, restait vivace. À ce jour, Whittaker refuse catégoriquement de revoir cet épisode, et ses raisons dépassent largement le simple malaise ou une critique artistique.
Cet épisode, dont les fans de longue date se souviennent souvent pour son sujet inhabituellement grave et son ton poignant, a marqué un tournant non seulement dans l'intrigue de la série, mais aussi dans la vie personnelle de Johnny, jeune acteur confronté à la célébrité, au deuil et à la maturité émotionnelle sous le regard d'un public national. À l'époque, Johnny n'avait que 6 ans, un âge tendre pour un enfant, et a fortiori pour un enfant soudainement propulsé sous les feux de la rampe, souvent impitoyable, d'Hollywood. Si Family Affairs était connu pour ses histoires légères et ses messages touchants, l'épisode en question, intitulé Madame Beasley, Où es-tu? Était chargé d'émotions et centré sur la possible perte d'un jouet adoré. L'emblématique poupée Madame Beasley, symbolisant la tentative désespérée des enfants de s'accrocher à un repère stable après la perte de leurs parents. Bien que l'intrigue ait pu paraître anodine aux yeux des adultes, elle a profondément touché Johnny. L'épisode exigeait de lui qu'il exprime une tristesse, une peur et une vulnérabilité intenses. Des émotions qui, d'après des entretiens ultérieurs, reflétaient ses propres angoisses inavouées d'enfant acteur confronté à la séparation, à l'incertitude et à l'intense pression de la performance. In coulisses. Le tournage de cet épisode s'est avéré particulièrement difficile. Whittaker, qui avait tissé des liens étroits, presque familiaux, avec sa sœur à l'écran, Anissa Jones, qui incarnait Buffy, a trouvé éprouvant de jouer des scènes les obligeant à affronter la perte et la fragilité du confort et de la sécurité. Les thèmes de l'épisode lui rappelaient, avec une acuité particulière, les pressions et le poids émotionnel de grandir dans ce milieu, où les attentes sont élevées et où les sentiments intimes sont souvent enfouis sous le poids des répétitions et des prises. Selon Whittaker, il a eu du mal à gérer l'intensité émotionnelle exigée par le scénario, et si le réalisateur a salué sa performance, ce fut au prix d'un épuisement émotionnel. Il a révélé plus tard, lors d'une interview, que les larmes qu'il versait dans l'épisode étaient bien réelles et provenaient non seulement de son jeu d'acteur, mais aussi d'une source intarissable d'émotions profondes et inexprimées qu'il n'était pas prêt à affronter. Comble de malaise. Johnny a confié ces dernières années que cet épisode était devenu, malgré lui, le symbole de la relation complexe qu'il entretenait avec sa célébrité précoce. Pour beaucoup d'enfants acteurs, la gloire précoce peut être une arme à double tranchant, et Whittaker ne faisait pas exception. Cet épisode précis devint, selon ses propres mots, une capsule de douleur, un fragment de temps figé sur pellicule, représentant une période de sa jeunesse où tout semblait se confondre entre fiction et réalité. Ce n'était pas simplement une semaine de tournage comme les autres, c'était un moment chargé d'émotions qu'il pouvait à peine comprendre à son âge. Devant la caméra, il paraissait joyeux et serein, un jeune acteur livrant des répliques poignantes que le public adorait. Pourtant, derrière les projecteurs du studio, Johnny luttait en silence contre un profond sentiment d'incertitude et d'épuisement, imperceptible pour la plupart. Pour un garçon qui avait grandi sous le regard constant des autres, cet épisode symbolisait à la fois la reconnaissance et l'exposition médiatique. Adulé par des millions de personnes, célébré comme l'une des stars enfantines les plus connues de la télévision, il se sentait pourtant souvent invisible dans les rouages de la célébrité. Cette même attention qui l'avait propulsé sur le devant de la scène avait aussi érigé des barrières invisibles autour de lui, des barrières qui séparaient l'artiste de l'enfant, l'image publique de l'intimité. Revoir cet épisode aujourd'hui, a-t-il confié, reviendrait à rouvrir une plaie soigneusement cicatrisée par le temps. Ce serait revivre le tumulte émotionnel d'être à la fois chéri et incompris, de vivre dans un monde qui applaudissait son innocence tout en exigeant de lui une maturité qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Cette intrigue, filmée au plus fort du succès de Family Affairs, portait une charge émotionnelle bien au-delà du scénario. Elle explorait les thèmes de la perte, de l'appartenance et des liens fragiles qui se tissent au sein des familles atypiques. Des sujets qui résonnaient profondément, peut-être trop profondément, chez Johnny et ses partenaires. Au fil du tournage, ce qui était écrit comme une fiction commença à faire écho à des émotions bien réelles qu'aucun d'eux ne parvenait à exprimer pleinement. Même les rires et les moments tendres de cet épisode étaient empreints d'une douce mélancolie que Johnny ne reconnaîtrait que des années plus tard. Il a souvent décrit cette période comme une ère de frontières floues, où la différence entre jouer et ressentir devenait presque impossible à définir. Chaque prise semblait le rapprocher d'une émotion authentique, comme si la douleur du personnage et la sienne se confondaient. Lorsque le réalisateur criait « Coupez !», les sentiments ne s'estompaient pas immédiatement. Ils persistaient, s'accrochant à lui longtemps après que les lumières du studio se soient éteintes. Cet épisode est devenu bien plus qu'une simple entrée dans son parcours professionnel.
un jalon émotionnel, un moment qu'il associerait à jamais à la vulnérabilité d'une enfance vécue sous le regard du public. Au fil des années, Johnny a compris que Family Affair n'était pas qu'une simple sitcom sur un oncle aimant et ses nièces et neveux orphelins. Derrière son ton chaleureux et ses fins bien ficelées se cachait une série qui reflétait avec subtilité la complexité des relations humaines et la force émotionnelle des enfants confrontés à la perte. Les thèmes abordés, l'orphelinat, la figure parentale des substitutions et le fragile équilibre entre réconfort et chagrin, faisaient souvent écho à des vérités inavouées de la vie personnelle de ceux qui lui donnaient vie. Les acteurs avaient tissé des liens exceptionnellement étroits, forgés par des années d'expérience partagées sur le plateau. Pourtant, ces mêmes liens avaient un prix émotionnel. Lorsque Anissa Jones, qui incarnait Buffy, décéda tragiquement en 1976, la perte frappa Johnny avec une force indescriptible. Les souvenirs de leur temps passé ensemble, les rires entre les prises, leur complicité fraternelle, la pression partagée de la célébrité, refirent en surface avec une douloureuse clarté. Et parmi ces souvenirs, cet épisode en particulier se démarquait. Il contenait certaines de leurs scènes les plus tendres, des moments de pure sincérité qui brouillaient la frontière entre partenaires à l'écran et amis dans la vie. Revoir cet épisode aujourd'hui, ce serait revoir non seulement une performance, mais un souvenir figé dans le temps. Le rire d'Anissa, l'innocence d'une amitié à jamais perdue. Pour Johnny, ces images sont à la fois magnifiques et insoutenables. Il a confié que si cet épisode demeure l'un des plus poignants de la série, il est aussi chargé d'une charge personnelle telle qu'il lui est impossible de le revoir. Chaque image lui rappelle un chapitre de sa vie marqué par un triomphe créatif et une perte immense. Lors de conventions ou de rétrospectives, les fans qui l'abordent lui demandent souvent s'il regarde les rediffusions de Family Affair. Johnny répond avec chaleur, gratitude et une sincère reconnaissance pour l'amour que le public porte encore à la série. Il célèbre l'impact durable de la série, les messages positifs qu'elle a transmis à des générations de téléspectateurs et la profonde affection qui continue de l'entourer. Mais lorsque la conversation aborde cet épisode précis de 1966, son ton s'adoucit. Il prend une position, non par honte, ressentiment ou amertume, mais grâce à une profonde compréhension de ce que cet enregistrement représente. Pour lui, ce n'est pas qu'un simple épisode. C'est le reflet de sa vulnérabilité enfantine, figée à jamais sur pellicule. C'est le miroir de l'intimité d'un garçon qui tente de concilier les exigences, du monde du spectacle et le trouble silencieux d'une enfance qui passe trop vite. Les intrigues écrites pour son personnage, destinées à réconforter des millions de téléspectateurs, reflétaient souvent sa propre quête de stabilité et d'appartenance. Le revoir aujourd'hui, c'est se confronter non pas à une performance, mais à un fragment de son propre passé. Un fragment encore trop vif, trop personnel, trop intimement lié à la vérité émotionnelle de ce qu'il a été. Tout au long d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, jalonnée de succès professionnels et d'épreuves profondément personnelles, le choix de Johnny Whittaker de ne pas revenir sur cet épisode constitue un acte discret de préservation. Non pas d'évitement, mais de respect. Il reflète sa conscience des courants émotionnels qui ont marqué ses jeunes années et sa décision de protéger cette part de lui-même de toute résurgence par la nostalgie. En ce sens, son refus relève moins du déni que de la compréhension. La reconnaissance que certains souvenirs, aussi précieux soient-ils, sont mieux laissés enfouis. Cet épisode demeure un témoignage, non seulement de son talent de jeune acteur, mais aussi du prix invisible à payer pour vivre son enfance sous le regard du public. Et tandis que le public continue de le chérir comme un morceau d'histoire de la télévision, pour Johnny Whittaker, il résonne comme quelque chose de bien plus personnel. Un écho préservé de l'innocence, de la perte et de cette vérité inavouée selon laquelle même les plus belles performances peuvent laisser des traces indélébiles.